Bonjour à tous, dans cette vidéo on va faire un petit point sur les molécules. On va voir comment écrire leur représentation de Lewis, et au passage on verra la représentation de Lewis de certains ions. On va voir comment donner leur formule brute, comment les représenter aussi en formule semi-développée et en formule développée. On parlera des groupes caractéristiques et des fonctions au sein d'une molécule. On rappellera comment déterminer la masse molaire moléculaire à partir de la masse molaire atomique. Et enfin, on verra un ensemble de macromolécules qui sont les polymères. Quentin va commencer par voir la représentation de Lewis d'une molécule. Une molécule, rappelons-le, c'est un ensemble d'atomes, c'est-à-dire des atomes reliés entre eux par des liaisons covalentes. Par exemple, la molécule d'eau est composée d'un atome d'oxygène attaché à deux atomes d'hydrogène. Sur ce dessin, vous voyez que l'atome d'oxygène fait deux liaisons avec des atomes autour de lui, et l'hydrogène fait une seule liaison. Mais ça, c'est pas fait au hasard, et chaque atome fait vraiment un nombre de liaisons particulier qui lui est propre, et que l'on va expliquer maintenant. Alors, rappelons déjà ce que c'est un atome. Un atome, dans la vision de tout le monde, c'est à peu près cette chose-là. Un noyau, constitué de protons et de neutrons, avec autour des électrons qui gravitent sur des couches d'énergie bien particulières. Pour représenter la structure de Lewis d'une molécule, il va falloir savoir combien chaque atome fait de liaisons, et pour ça, on fait appel à une règle qui s'appelle la règle du duet et de l'octet. Pour pouvoir utiliser cette règle, on a besoin de savoir comment sont répartis les électrons autour du noyau de l'atome. C'est ce qu'on appelle la structure électronique ou configuration électronique. Les électrons de l'atome vont se répartir dans différentes couches d'énergie autour de l'atome, et ces couches, on va les appeler des périodes. Les premiers électrons vont remplir la période 1, les électrons suivants vont remplir la période 2, les électrons d'après vont remplir la période 3. Quand j'ai plus de place dans la première case, je vais passer à la case d'après, puis à la case d'après, puis quand elle est complète, je passe à la case d'après, puis à la dernière case. Voilà comment ça se présente. J'ai 3 périodes qui se présentent en forme de ligne, et pour chaque période, j'ai un bloc qu'on appelle le bloc S, dans lequel j'ai 2 places. Je n'ai pas de deuxième bloc pour la période 1, juste un bloc S, et le bloc P à partir de la période 2, dans lequel j'ai 6 places. Je vous les réécris à côté, bloc S 2 places, bloc P 6 places. Et je vais remplir ces différentes cases avec les électrons que j'ai autour de l'atome. Prenons l'exemple de l'argon. L'argon, c'est un atome de numéro atomique Z égale 18. Ça veut dire qu'il a 18 protons. Il a donc, comme l'argon est neutre, 18 électrons autour de lui. On va placer ces 18 électrons. On commence à remplir la première case. Comme c'est le bloc S, on a 2 places, donc 2 électrons. Il nous en reste encore 16 à placer. Hop. On commence la période 2, puisque la période d'avant est pleine. On commence la période 2, bloc S, puis bloc P, dans lequel on a 6 places. Donc on va mettre 6 électrons. Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On en a donc encore 8 à placer. On va les placer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, je n'ai pas le temps d'expliquer dans cette vidéo pourquoi je fais des petites flèches en haut, en bas. Ça, c'est de la mécanique quantique que vous verrez peut-être dans vos études supérieures. Dites-vous juste que chaque petite flèche représente un électron. Ici, on a donc 18 électrons placés. On va l'écrire de cette façon-là. Période 1, bloc S, il y a 2 électrons. On écrit donc un S, parce qu'on est sur la première période bloc S. Il y a 2 électrons dans cette case. Puis période 2, bloc S, 2S, il y a 2 électrons dans cette case. Période 2, bloc P, il y a 6 électrons. Puis période 3, bloc S, il y a 2 électrons. Puis période 3, bloc P, il y a 6 électrons. Voilà comment on écrit la structure électronique ou configuration électronique d'un atome. On va faire un autre exemple. On va faire par exemple l'atome d'oxygène. Pour l'atome d'oxygène, le numéro atomique est 8. Ça veut dire 8 protons, donc 8 électrons à placer. On va donc le placer au fur et à mesure dans l'ordre des cases. Là, vous voyez que je n'ai pas encore fini de compléter ce bloc, mais j'en ai que 8 à placer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais m'arrêter là. J'aurai donc complété
2 électrons sur la période 1 bloc S, puis 2s2, puis 2p4. Voilà la configuration électronique de l'oxygène. On va faire un dernier exemple. Pour le lithium, Z égale 3, c'est-à-dire 3 électrons à placer. On va en mettre 2 ici et 1 ici. On va donc écrire 1s2, 2s1. Et voyez, comme les autres sont vides, on n'a pas besoin d'écrire les autres cases, 2p, 3s, 3p. Voilà la configuration électronique. Vous remarquez, pour les deux exemples qu'on vient de faire, Li et l'oxygène, que les cases ne sont pas encore complétées, que les périodes même ne sont pas encore complétées. Alors que pour le premier exemple qu'on avait fait, la période 3 était complètement pleine. On va faire un autre exemple pour que vous voyez bien la différence. Pour le néon, Z égale 10, j'ai 10 électrons à placer, et là je vois que le bloc S de la période 1 est plein, le bloc S de la période 2 est plein, ainsi que le bloc P de la période 2. Donc période 1, période 2, elles sont pleines. Ici, ça fait vraiment la différence. Ne, c'est ce qu'on appelle un gaz noble. Vous le trouverez dans la dernière colonne, tout à droite du tableau périodique des éléments. Voilà, je vais représenter le tableau périodique. Ici, cette dernière colonne, tout à droite, ce sont les gaz nobles, qu'on appelle aussi les gaz rares. Ce que l'on remarque, c'est que tous les éléments, donc tous les atomes ici, où vous avez une couche qui n'est pas complète, ne sont pas stables chimiquement. Donc ils vont chercher à s'associer entre eux, ces atomes, pour former soit des molécules, soit ils vont chercher à perdre ou gagner des électrons pour former des ions. Ici, soit vous allez avoir des molécules par assemblage des différents atomes, soit chaque atome va former un ion, donc en perdant ou en gagnant des électrons, afin de gagner en stabilité. Ce qui nous amène à la règle du duet et de l'octet, selon laquelle chaque atome, pour être plus stable, va chercher à faire le bon nombre de liaisons pour avoir la même configuration électronique que le gaz noble le plus proche de lui dans la classification périodique des éléments. Cl, par exemple, le chlore, a une structure électronique qui finit en 3s2, 3p5. Sa couche numéro 3 est donc incomplète, puisque Cl n'a que 7 électrons sur cette couche. Pour être stable, il doit donc avoir la même structure que le gaz noble le plus proche de lui, c'est-à-dire l'argon, qui a une structure en 3s2, 3p6, c'est-à-dire 8 électrons sur sa dernière couche numéro 3. Cl doit donc gagner un électron. Donc s'il devient un ion, comme il gagne un électron, il devient l'ion Cl-, puisque rappelons-le, un électron c'est une charge négative. Et s'il forme une molécule, eh bien Cl va avoir besoin de faire une liaison covalente pour récupérer l'électron qui lui manque auprès d'un autre atome. Représentons maintenant la structure de Lewis d'une molécule, par exemple la molécule H2O. Elle est composée d'atomes H, Z égale 1, et d'atomes O, Z égale 8. On commence par écrire la configuration électronique de ces atomes. Puis on compte le nombre d'électrons de valence, c'est-à-dire le nombre d'électrons sur la dernière couche occupée. Pour l'atome d'hydrogène, la dernière couche occupée, c'est aussi la première, c'est la couche numéro 1, et il y a un électron sur cette couche, donc un électron de valence. Pour l'atome d'oxygène, la dernière couche occupée, c'est la couche numéro 2, c'est-à-dire les blocs 2s, 2p, et en tout, il y a 2 plus 6, soit, je corrige cette petite erreur, 2s2, 2p4, soit 2 plus 4, qui donne 6 électrons de valence. Ensuite, regardons les gaz nobles plus proches. Pour H, le gaz noble le plus proche, c'est He, l'hélium, Z égale 2, donc structure 1s2. Pour que l'hydrogène passe de 1s1 à 1s2, il doit gagner un électron, donc H fera une liaison. Pour l'oxygène, le gaz noble le plus proche, c'est le néon, Ne. Structure électronique 1s2, 2s2, 2p6. Pour passer de 2p4, vous voyez peut-être pas trop sur la vidéo, à 2p6, l'oxygène doit gagner 2 électrons, c'est-à-dire que l'oxygène va faire 2 liaisons pour récupérer des électrons. On a donc un atome d'oxygène qui doit faire 2 liaisons,
et 2 atomes d'hydrogène qui doivent faire chacun une liaison. La structure de Lewis de cette molécule est donc un oxygène au centre avec 2 liaisons, et puis c'est assez logique de placer les hydrogènes au bout de ces liaisons. Dernière chose qu'on doit faire apparaître, il s'agit des doublets non liants. Qu'est-ce que c'est les doublets non liants ? Vous vous rappelez, quand on a écrit la structure électronique de l'oxygène et de l'hydrogène, on avait appelé des électrons de valence. 1 S2, 2 S2, 2 P4, et on avait dit qu'il y avait 6 électrons de valence, c'est-à-dire 6 électrons autour de l'oxygène. J'en vois déjà 2 ici, je dois donc rajouter 4 électrons pour avoir les 6 électrons autour de l'oxygène. Pour l'hydrogène, j'avais un S1, j'avais un seul électron de valence. Il est déjà engagé dans la liaison. Qu'est-ce que c'est les doublets non liants? Pour y revenir, eh bien, ce sont les électrons de valence qui ne sont pas engagés dans des liaisons et que je vais associer par 2 autour de l'atome. Voilà par exemple la structure de Lewis de la molécule d'eau, ce qui consiste à représenter le bon nombre de liaisons pour chaque atome ainsi que les doublets non liants. On peut refaire la même chose et trouver le nombre de liaisons pour quelques atomes connus. Comme on connaît leur numéro atomique d'après le tableau périodique des éléments, on peut écrire leur configuration électronique et on peut également trouver la configuration électronique du gaz noble le plus proche. J'ai corrigé la petite faute. Donc pour H, c'est l'hélium 1s2. On voit que H doit gagner un électron, donc faire une liaison. Pour le carbone, on passe de 2s2 2p2 à 2s2 2p6. On doit donc gagner 4 électrons, c'est-à-dire faire 4 liaisons. Pour l'azote, on passe de 2s2 2p3 à 2s2 2p6. On doit donc gagner 3 électrons, donc faire 3 liaisons. Pour l'oxygène, on passe de 2s2 2p4 à 2s2 2p6. On doit donc gagner 2 électrons, c'est-à-dire faire 2 liaisons. Et pour le chlore, Z égale 17, 3s2 3p5 à 3s2 3p6. On doit donc gagner un électron, c'est-à-dire faire une liaison. Voyons à présent comment représenter un ion en représentation de Lewis. Pour un ion, ça va être exactement la même démarche. Par exemple, pour l'ion formé à partir du chlore, on va écrire la configuration électronique du chlore, on va aller chercher la configuration électronique du gaz noble le plus proche, et on regarde combien d'électrons sont manquants. Là, il manque un électron. Le chlore doit donc gagner un électron supplémentaire. Or, un électron, c'est une charge négative. On va donc écrire le chlore Cl-. Pour sa représentation de Lewis, il va falloir aussi qu'on représente tous les électrons autour de lui. En l'occurrence, il y a 2 plus 5, c'est-à-dire 7 électrons de valence. Donc je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 électrons, plus l'électron qu'il a gagné en devenant un ion, la charge moins, et je les regroupe par 2 pour faire des doublets d'électrons autour de l'ion. Deuxième exemple, on va étudier le cas du bore. Pour le bore Z égale 5, structure électronique 1s2, 2s2, 2p1, et on va aller chercher le gaz noble le plus proche. Alors on a deux gaz nobles qui sont proches du bore, soit on remonte en arrière et on trouve l'hélium à Z égale 2, soit on va en avant et on trouve le néon à Z égale 10. Le plus proche de Z égale 5, c'est Z égale 2, parce qu'on n'a que 3 de différence, alors qu'on aurait 5 de différence avec Z égale 10. Donc on ne prend pas le néon, on va prendre He. Ça c'est valable pour les ions. Pour les molécules, on ne se tracasse pas, on regarde toujours celui qui est juste après. Ici, on doit donc avoir la même structure électronique que He, c'est-à-dire 1s2. Là, j'avais représenté la structure électronique du néon. Ici, He, 1s2. Donc, on doit finalement perdre ces 3 électrons, les 2 électrons ici et l'électron ici, pour avoir la même structure électronique que He. Pour le bore, comme il aura perdu 3 électrons, il sera un petit peu moins négatif. Il a perdu 3 charges négatives, donc il devient positif, avec 3 charges positives. Comme tout à l'heure, on va représenter le bore avec ces 2 électrons de valence, sachant qu'il en a perdu quelques-uns. On va les assembler, et comme il a toujours 4 places autour de lui, on va faire 3 petites lacunes électroniques. Dans le grand 2, nous allons à présent voir d'autres représentations pour les molécules, la formule brute, la formule développée et la formule semi-développée. Dessiner une molécule, c'est souvent très long et on n'a pas forcément besoin de tout savoir. On peut donner un nom très simplifié de la molécule, qui est la formule brute, et qui va consister à indiquer quels sont les atomes qui composent la molécule.
On écrit toujours le C en premier, le H en deuxième et après on range les atomes par ordre alphabétique. Dans cette molécule, je vois que j'ai des carbones, des hydrogènes, j'ai aussi des oxygènes, des azotes. Donc, je vais mettre dans l'ordre alphabétique, d'abord les azotes et ensuite oxygène. Puis je vais compter le nombre d'atomes de chaque sorte. J'ai 1, 2, 3, 4 carbones. Je vais donc indiquer un petit 4 en bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 hydrogènes. Je vais donc indiquer un petit 11. Il y a un seul atome d'azote, donc je ne mets rien. Un seul atome d'oxygène, donc je ne mets rien non plus. Voilà, ça c'est la formule brute. Quand j'écris la formule développée, ensuite, je vais développer, c'est-à-dire détailler toutes les liaisons de la molécule. Par exemple, je vais écrire la molécule de méthane, CH4. Lorsque j'écris cette molécule, je vais faire explicitement apparaître toutes les liaisons covalentes entre tous les atomes. Cette molécule est sous forme développée. Je peux en représenter une autre. Ici, cette molécule d'éthanol est également sous forme développée puisque j'ai fait apparaître toutes les liaisons entre tous les atomes. On peut remarquer que je n'ai pas pris le soin de préciser les doublets non liants. Là, ce n'est pas forcément demandé sur une formule développée. Là où les doublets non liants sont demandés, c'est sur un schéma de Lewis. Dernière formule, il s'agit de la formule semi-développée. Dans cette représentation, on va représenter toutes les liaisons, sauf celle avec H, puisque ça prend beaucoup de temps de représenter tous les atomes d'hydrogène, et toutes les liaisons. Donc pour gagner un petit peu de temps, comme les molécules sont souvent assez grandes, eh bien on va éliminer ces liaisons-là. On va coller le H aux atomes auxquels ils sont accrochés. On va refaire un exemple avec la molécule d'éthanol. Je vais commencer par dessiner le squelette de la molécule. J'ai un carbone accroché à un carbone, accroché à un oxygène. Comme ce sont des liaisons carbone-carbone, je les représente. J'ai dit que je ne représentais pas uniquement les liaisons avec H. Donc la liaison carbone-carbone, je la représente. De même, la liaison carbone-oxygène, je la représente aussi. Maintenant, je vais condenser les liaisons avec H. Sur ce carbone, il y a 1, 2, 3 H accrochés. Je vais donc mettre H3 pour signifier qu'il y a 3 H accrochés sur ce carbone. Puis sur ce carbone, il y a 2 H accrochés. Je vais donc accrocher les 2 H et les regrouper ici. Puis sur le haut, il y a un H accroché. Je vais donc l'accoler à l'oxygène. Ici, j'ai écrit une formule semi-développée. Je suis passé d'une forme développée à une forme semi-développée. Faisons le trajet inverse à présent. Passons d'une formule semi-développée à une forme développée. Ici, on va reprendre le squelette. J'ai un carbone qui est attaché à un autre carbone qui est attaché à un autre carbone. Attention, le piège ce serait de dire H est attaché au carbone. Et non, je vous rappelle que ces 3 H sont accrochés à l'atome qui les précède, c'est-à-dire au carbone. Donc les 3 H, ils sont accrochés à ce carbone-là. Ce H, il est accroché au carbone du milieu. Je le représente sur le carbone du milieu. Et enfin, le dernier H, il est accroché au carbone de droite. Donc je le représente sur le carbone de droite. Puis, on voit ici qu'il y a une liaison CN. Je fais donc une liaison CN au même endroit. Il y a une liaison CO. Je fais donc une liaison CO au même endroit. Et enfin, je rajoute les 2 H qui sont accrochés au N. Et j'obtiens la formule développée. Une petite remarque quand vous avez des cycles ou des doubles liaisons CC, par exemple sur cette molécule. Il ne faut pas tomber dans le piège d'oublier la double liaison ou d'oublier le cycle. Si vous voyez un cycle, eh bien quand vous passez en formule développée, vous reproduisez le cycle et les doubles liaisons. Par exemple ici, je vois une double liaison, je la dessine. Je vois un cycle, je le dessine. Ça doit garder exactement le même squelette qu'avant. Donc je refais exactement le même squelette et ensuite j'ajoute les H. Il y a un H sur ce carbone, donc je fais un H sur ce carbone, un H sur celui-ci, un H ici, un H, un H,
et 3H. Et voilà. Dans le grand 3, nous allons voir les groupes caractéristiques. La plupart des molécules organiques sont constituées de carbone et d'hydrogène. C'est ce qu'on appelle des alcanes ou des alcènes. Mais il y a quelques molécules qui présentent quand même d'autres atomes, notamment des oxygènes, des azotes, et ces enchaînements d'atomes particuliers sont appelés des groupes caractéristiques. Les groupes caractéristiques, ce sont des groupes d'atomes particuliers dans certaines molécules. Ces groupes caractéristiques vont ensuite donner une fonction à la molécule, vont lui donner un rôle, ce qu'on appelle la fonction de la molécule. Avant de faire une liste de tous ces groupes caractéristiques, je vous ai parlé des alcanes. Que ce soit bien clair au niveau du vocabulaire, les alcanes, ce sont des molécules avec des carbones, des hydrogènes uniquement, et des liaisons simples entre tous ces carbones et ces hydrogènes. Ces molécules s'appellent des alcanes. Deuxième type de molécules dont j'ai parlé, il s'agit des alcènes. Les alcènes ressemblent aux alcanes puisqu'ils ne contiennent que des carbones et des hydrogènes, mais ils présentent quelque part dans la molécule une double liaison carbone-carbone, une ou plusieurs, et ça c'est ce qu'on appelle un alcène. Dernière grande famille de molécules au programme, il s'agit des alcools que l'on reconnaît grâce au groupe hydroxyle OH. On peut voir plein d'autres familles de molécules, mais il n'y a que les alcanes, alcènes, alcools qui sont à votre programme. Et donc on va reconnaître les alcools parmi d'autres groupes caractéristiques qui sont aussi à savoir et dont on va faire la liste maintenant. Quand vous voyez quelque part dans la molécule un atome O, un atome H, on appelle ça un groupe hydroxyle qui donne une fonction alcool. Lorsque vous voyez un azote accroché à d'autres choses, on appelle ça une amine. C'est le groupe amine qui donne la fonction amine. À ne pas confondre avec un N accroché à un carbone et un oxygène que l'on appelle une amide. Groupe amide, fonction amide. Quand vous voyez un C double liaison O avec un H, c'est-à-dire en bout de chaîne d'une molécule, c'est un groupe carbonyl fonction aldéhyde. La même liaison CO, mais piégée au centre d'une molécule, donc ni avec des H, ni avec des O, ni avec des N, c'est-à-dire d'autres carbones, on appelle ça un carbonyl fonction cétone. Quand vous pouvez voir un OH à côté de CO, ce n'est pas un hydroxyle plus un carbonyl, mais cette grande fonction que vous pouvez entourer au maximum porte aussi un nom. C'est un groupe carboxyle fonction acide carboxylique. Et enfin, dernier cas à savoir, vous avez une liaison CO double avec un oxygène à côté, mais qui n'est pas relié à un H, du coup, qui est relié à un autre carbone. On appelle cela un groupe ester, fonction ester. Faisons un exemple dans cette molécule. Dans cette molécule, je reconnais ici un groupe carbonyl avec une fonction cétone, puisque ce carbone est relié à un carbone et à un autre carbone. Donc ici, c'est une cétone. Fonction cétone et groupe carbonyl. Ici, je reconnais une amine, fonction amine, groupe amine. Et tout à la fin ici, tout en bout de chaîne, je reconnais un carboxyle, acide carboxylique. Fonction acide carboxylique et groupe carboxyle. Ne pas confondre carboxyle et carbonyl. Je n'entoure pas ici CO tout seul ni OH tout seul. Rappelez-vous, si on peut faire un plus grand groupe, on le fait. Dans le grand 4, on va voir comment on trouve la masse molaire d'une molécule à partir de la masse molaire atomique. La masse molaire, c'est la masse d'une mole de molécule ou d'atome, c'est-à-dire la masse de 6,02 × 10 puissance 23 atomes ou molécules. Les masses molaires atomiques, on les trouve dans le tableau périodique des éléments. Vous pouvez le trouver dans n'importe quel tableau sur Internet ou à la fin de votre livre, en général, c'est indiqué. La masse molaire, vous lisez, masse molaire atomique, dans ce livre, elle se trouve dans le bas de la case à droite. Maintenant, pour calculer la masse molaire d'une molécule, on ne l'a pas dans toutes les tables parce qu'il y a beaucoup de molécules sur Terre, donc on le calcule à partir des masses molaires atomiques. Ici, vous avez par exemple dans cette molécule 2 atomes H et 1 atome O.
On va donc utiliser 2 fois la masse molaire atomique de H, plus 1 fois celle de O. MH, on le trouve dans la table, ça fait 1 g par mol. MO, ça fait 16 g par mol. On fait donc 2 fois 1 plus 16, ce qui nous donne 18 g par mol pour l'eau. Donc 1 mol d'eau, 6 fois 10 puissance 23 molécules d'eau, ça pèse 18 g. On refait un exemple pour la molécule de CO2. Dans la molécule de CO2, il y a un atome de carbone, 2 atomes d'oxygène. On a donc besoin d'1 fois la masse molaire atomique du carbone, plus 2 fois la masse molaire atomique de l'oxygène. La masse molaire atomique du carbone, je la charge dans le tableau, je trouve 12 g par mol, plus 2 fois celle de l'oxygène, 2 fois 16, ce qui nous donne 44 g par mol. Dans le grand 5, on va parler de macromolécules et de polymères. Les macromolécules, ce sont des molécules qui sont énormes par rapport aux petites molécules qu'on connaît comme H2O ou CO2 ou le dioxygène O2. Un polymère, on va le voir un peu comme un collier de perles. Chaque perle, ça va être un petit motif de la molécule. Ce motif va se répéter 1 millier de fois, 2 milliers de fois, pour former une immense molécule qu'on appelle un polymère. Chaque petite perle, on appelle ça un monomère. Et cet immense collier de perles, on appelle ça un polymère. On a 3 façons principales pour former un polymère. Soit on fait une polymérisation par addition. Dans ces cas-là, on prend un monomère avec une double liaison CC. Et on va venir casser cette double liaison pour créer 2 nouvelles liaisons. Donc c'est cette liaison-là qui va s'ouvrir de chaque côté. Ça va nous permettre de créer une autre liaison avec un autre monomère. Et on va pouvoir ainsi enchaîner les monomères. Deuxième et troisième façon de créer un polymère, il s'agit de la polymérisation par condensation. Soit vous allez faire un groupe ester quand vous allez regrouper 2 molécules pour fabriquer votre polymère. Donc si vous créez une fonction ester, on appelle ça une estérification. Deuxième sorte, vous pouvez aussi créer une fonction amide au cours de la polymérisation, c'est-à-dire que quand 2 molécules vont s'assembler, eh bien, elles vont former cette fonction amide et on appelle ça du coup une amidification. En tout, 3 façons principales de former votre polymère. Les polymères, il y en a vraiment partout dans la vie de tous les jours. Par exemple, les plastiques, le nylon, les matières synthétiques, globalement, ce sont des polymères, c'est-à-dire des très longues chaînes de molécules. Mais vous avez aussi des polymères qui existent à l'état naturel, l'amidon, la cellulose, certaines protéines aussi. Les protéines, ce sont des enchaînements d'acides aminés, donc ça fait partie des macromolécules. Il y aurait vraiment plein de choses à dire sur les polymères. On va finir en évoquant les 3 catégories de polymères. Les thermoplastiques, les thermodurcissables et les élastomères qui sont liés à leurs propriétés mécaniques. Les thermoplastiques vont être assez souples et surtout ils présentent le net avantage de fondre quand on les chauffe. Thermoplastiques, ils vont pouvoir adopter la forme que l'on souhaite quand on va les fondre à la chaleur. Les thermodurcissables, en revanche, une fois qu'ils ont été formés, ils vont être durs et un point c'est tout, ils vont rester dans leur état. Les élastomères, eux, sont plus élastiques et une fois qu'on va les étirer, ça produit un allongement qui est irréversible. Donc, une ouverture là-dessus quand même. Les polymères, donc, ce sont des plastiques. Vous savez que le plastique, on a un petit peu de mal à le recycler et puis surtout, ça consomme beaucoup de matières fossiles pour le produire. Donc tout l'enjeu de notre époque, ça va être de produire des plastiques qui peuvent se reformer, se réutiliser. Par exemple, des pots de yaourt ou des bouteilles qu'on pourrait refondre et réutiliser pour une nouvelle utilisation, une nouvelle bouteille ou un nouveau matériau.